Bonjour à toutes et à tous, bravo et merci Éric Marchal. Éric Marchal est écrivain, né à Metz, il vit aujourd'hui à Vittel. Le soleil sous la soie suit Influenza, roman en 2 volumes. Le soleil sous la soie se déroule dans le duché de Lorraine. En cette fin de XVIIe siècle, le chirurgien ambulant Nicolas de Ruet tombe amoureux de Marianne Pajot, accoucheuse à Nancy. Accusé de négligence lors d'une opération où il perd son patient, Nicolas s'engage dans l'armée et se retrouve dans l'actuelle Hongrie. Sans oublier Marianne, il mène un rude combat pour faire reconnaître sa profession de chirurgien et rencontre aussi une autre femme, Rosa, marquise de Cornélie. Bravo et merci. Thierry Georges. Bravo et merci Éric Marchal. Première partie, une rencontre enregistrée en public à la Fnac Metz. Éric Marchal est avec nous aujourd'hui à la Fnac. Avant d'évoquer Le soleil sous la soie, publié aux éditions Anne Carrière, on va peut-être parler d'Éric Marchal, qui est messin. Un messin à Metz aujourd'hui, qui ne vit plus à Metz, mais qui a eu, Éric, une vraie vie messine pendant l'enfance, l'adolescence. Oui, je suis né à Metz et j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, aujourd'hui je ne vis pas très très loin, puisque Vittel c'est à 1h30 d'ici. Donc je suis toujours en Lorraine. Les souvenirs messins, les souvenirs de quartier, de... Ah oui, mais j'étais très content de revenir tout à l'heure. En plus, on a visité le centre Pompidou que je ne connaissais pas. Quels sont les grands souvenirs messins? Est-ce que Metz un jour pourrait être au centre d'un roman? On essaye aussi de vendre... Mais oui, on en a parlé à midi justement. Absolument, pourquoi pas. Alors là, on reparlera de celui-ci après. C'est vrai que ça se passe dans le duché de Lorraine et malencontreusement, à cette époque, Metz ne faisait pas partie du duché de Lorraine. Mais il n'y a absolument aucune raison pour lesquelles je ne ferai pas de roman qui se situerait dans Metz. Alors après, l'époque ou la période, je ne la connais pas encore, mais il y a tellement de périodes intéressantes dans l'histoire de Metz que je suis sûr que je n'aurai que l'embarras du choix. C'est vrai que le roman permet certaines libertés, mais pas la liberté... Pas jusqu'à inclure Metz dans le duché de Lorraine. Non. Ou alors avec un gros avertissement au début du livre. Ceci est une fiction improbable. Le premier roman était un roman en 2 tomes, Influenza, guerre biologique, guerre bactériologique. Comment était alors venue cette idée et située dans un contexte à la fois Influenza et Le soleil sous la soie. Ce sont des romans qui, pour Influenza, se déroulaient autour de la Seconde Guerre mondiale. Là, on remonte quelques siècles. Jusqu'à présent, pas de roman se déroulant en 2010, 11, 12. Hein. Non, pas de roman à l'époque actuelle. Du moins pas édité ni publié, parce que c'est vrai que j'ai des manuscrits. Avant d'être édité, j'avais déjà fini un certain nombre de manuscrits, donc il y en a certains qui se passent à l'époque actuelle. Pour revenir à Influenza, c'est très simple, c'est une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a un lien avec le virus de la grippe espagnole qui, lui, avait fait des ravages dans le monde entier en 1918 et 1919. Et donc l'idée, c'était d'imaginer que des souches de ce virus étaient restées actives et qu'un des belligérants les avait conservées et voulait les utiliser pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc comme ça m'a permis de remonter un peu l'histoire de ce virus et de ce qui était réellement arrivé en 1918. Et notamment une chose que peu de monde savait à l'époque, et encore maintenant, c'est que les premiers cas de contamination du virus de la grippe dite espagnole avaient eu lieu en Chine, à Canton, en mars 1918. Donc je suis parti de ce point de départ pour bâtir une intrigue en plein milieu d'une Europe en guerre et d'une Chine qui ne l'est pas encore, mais qui ne va malheureusement pas tarder à entrer aussi dans le conflit. Voilà, c'est un roman donc en 2 tomes qui avait vraiment fait voyager aussi le lecteur de l'Europe à l'Asie. Là, on va rester, alors du coup, c'est beaucoup plus proche puisque nous serons dans le duché de Lorraine. Mais c'est quand même, donc c'est un premier roman édité, Influenza. Oui, Ce qui représente 800, 900, je sais pas, pages, 1000 pages. C'est quand même assez monumental. Pour un premier roman, je me dis, écrire une œuvre aussi, enfin, un roman aussi conséquent, c'est assez lourd, non? Moi, je crois qu'on s'en rend surtout pas compte au départ, heureusement. C'est comme si on se dit, j'ai envie de gravir le Mont Blanc et qu'on commence par regarder le sommet. Donc, c'est la dernière chose à faire. C'est un peu gravir le Mont Blanc, mais sans être passé par les sommets vosgiens auparavant. Oui, peut-être. Donc, en fait, Influenza était en 2 tomes, et effectivement, si on fait l'ensemble des 2 tomes, il doit y avoir à peu près 1000 pages. Mais c'est une intrigue qui le demandait, donc il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à enlever dans ce que j'ai écrit sur ces 2 tomes.
Celem celem Rumeni dromesa Maladile Şukar rumesa Celem celem Rumeni dromesa Maladile. Mais depuis quand écrivez-vous? Pourquoi écrivez-vous? Et pour vous, alors vous avez un autre métier aussi dans la vie, Oui. dans la recherche. Aujourd'hui, vous vivez à Vittel. Mais donc, pourquoi écrivez-vous? Comment? Et puis, c'est une écriture des œuvres ambitieuses en tout cas. Alors pourquoi j'écris? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. En fait, je commence par lire et ce sont les lectures qui me donnent envie d'écrire derrière. Lecture de romans, de livres, certes, mais aussi lecture tout simplement d'articles dans des magazines qui me questionnent. La grippe espagnole, c'est né d'une lecture dans un magazine où j'avais appris que ce fameux virus en 18-19 avait fait plus de morts, bien plus de morts d'ailleurs que la Première Guerre mondiale. Et ça m'avait vraiment choqué et étonné, et donc j'avais voulu en savoir plus. On ne le sait pas forcément. Hein. Et en voulant en savoir plus, j'avais commencé à me documenter, à chercher, et après les idées d'histoire et de romans étaient venues. Donc je crois que ça vient tout de suite, généralement, très naturellement derrière des lectures que je peux faire. Mais si on revient à l'époque Messine, le lycée, c'était Oui. donc vos intérêts étaient plutôt scientifiques. C'était plutôt vous avez fait une filière scientifique. Oui, mais je lisais énormément en fait. Je lisais énormément et à chaque fois ça me donnait envie d'inventer des histoires. Donc je notais sur des petits bouts de papier. À l'époque il n'y avait pas d'ordinateur. Je suis aussi de cette génération qui a vécu sans ordinateur jusque très très longtemps, puisque quand les premiers ordinateurs sont arrivés, moi j'étais déjà à la faculté, étudiant. Et donc j'ai partout dans mes tiroirs des petits bouts de papier écrits depuis des années où il y a des idées en l'air comme ça, ou parfois des choses un petit peu plus abouties qui se sont construites. Il y avait le désir d'écrire un roman un jour, vous le disiez? Un jour j'écrirai. Non, c'était plus confus. C'était assez velléitaire en fait. Je commençais à écrire et souvent au bout de 10, 20, 30 pages, j'arrêtais et puis je m'en sentais absolument pas capable. Alors vous avez trouvé un éditeur. C'est pas toujours facile pour un romancier de trouver un éditeur. Parfois c'est un éditeur régional. Et là, Anne Carrière, donc éditeur national, a été séduit par Influenza tout de suite. Enfin, dès que vous l'aviez envoyé à beaucoup d'éditeurs. Alors Influenza, ça s'est passé d'une façon un peu étonnante parce que je ne l'ai envoyé que à Anne Carrière. Et qu'un mois après, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle était intéressée pour l'éditer. Mais j'avais envoyé d'autres manuscrits avant, d'autres histoires, à différents éditeurs qui m'étaient revenus. Et Anne Carrière avait été la seule, soit à me répondre personnellement, soit à me téléphoner pour me dire pourquoi elle ne les prenait pas. Et donc du coup, celui-ci, je l'avais envoyé à elle, uniquement à elle. Parce que vous l'aviez déjà envoyé par le passé. Parce que c'était, je crois, c'était la maison d'édition dans laquelle j'avais envie d'être édité. Je le ressentais, c'était vraiment au feeling. Et je suis pas du tout déçu parce que c'est une petite maison d'édition, on se rend pas compte, mais une maison comme Anne Carrière, qui est pourtant une maison d'édition nationale, représente à peu près une dizaine de permanents, pas plus. En tout cas, ça s'est bien passé, l'aventure Influenza s'est bien passée au niveau de l'accueil public. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un prix pour Influenza, un prix du premier roman, ce qui a aussi aidé à faire connaître le livre. Et au niveau des ventes Et au niveau des ventes, ça s'est plutôt bien passé, oui. Non, mais ça, c'est pas évident pour chaque écrivain de vivre ça, de trouver un éditeur national et de connaître des scores de vente tout à fait honorables. Vous pensiez au Soleil sous la soie, enfin dès que vous avez mis le point final à Influenza, vous avez commencé à chercher l'idée suivante? Et donc c'est une idée que j'avais eue il y a déjà longtemps en lisant un livre sur l'histoire de la chirurgie, et moi j'avais vraiment été épaté de cette période où les chirurgiens commencent à prendre vraiment de l'importance par rapport aux médecins, alors qu'ils étaient jusqu'à présent considérés comme les valets des médecins. Et donc à la fois la période m'intéressait et l'histoire de ces hommes qui pratiquaient ce qui n'était pas encore un art à l'époque. Pour eux c'était vraiment juste une technique et qui est devenu un art après. Et donc c'est une idée que j'avais eue déjà depuis longtemps. J'avais noté un peu les éléments principaux de l'histoire. Et puis bon, encore une fois, je m'étais dit non, ça me semble un peu compliqué pour moi.
Et puis j'y suis revenu après Influenza parce que je me suis dit si j'arrive à écrire une histoire qui se passe à Shanghai en 1942, pourquoi ne pas essayer d'écrire sur le duché de Lorraine, même si ça se passe il y a 250 ans. Celui dont les dieux ont fait choix pour combler le bonheur de l'empire français. En vain pour le troubler, tous unis pour conspire. C'est en vain que l'on vit alléguer tant de rois. L'empire qui fuit ses Bravo et merci Éric Marchal, auteur du Soleil sous la soie, aux éditions Anne Carrière, suite de la première partie. Et alors du coup c'est un ouvrage aussi tout à fait conséquent, là 600 pages cette fois-ci, non plus en 2 tomes. Ça a été compliqué. Alors les recherches, il y a une phase de recherche. Quand on lit la bibliographie à la fin, tous les ouvrages cités sont des ouvrages que vous avez lus, ce qui représente quand même quelques dizaines d'ouvrages. Hein. Oui, il y en a un certain nombre. Ça m'a pris à peu près... Bon, j'ai commencé par de la documentation très générale, ça m'a pris à peu près 5 mois, où j'ai lu pour essayer vraiment de comprendre les bases de la vie à la fin du XVIIe siècle dans le duché de Lorraine, comment les gens ne serait-ce mangeaient, est-ce qu'ils mangeaient avec des fourchettes ou est-ce qu'ils mangeaient avec les doigts. C'est vraiment des petits détails, mais des choses toutes simples, des questions basiques que je me posais, dont je n'avais pas la réponse. La façon dont ils se parlaient aussi, les relations hiérarchiques entre tout le monde, la façon dont ils vivaient au quotidien, etc. Et après j'ai commencé à l'écrire parce qu'au bout de 5-6 mois ça démange de passer à l'écriture. Et donc ça veut dire que vous preniez des notes vraiment Oui voilà, et après je fais comme ça mais c'est peut-être sur l'ordinateur Malheureusement non, aujourd'hui c'est tout sur ordinateur. Oui. Ouais. Aujourd'hui on prend des notes comme ça et non plus comme ça. Voilà. Enfin je précise que je fais le geste, hein, donc du clavier. Oui. J'utilise quand même un grand paperboard parce que comme ce sont des histoires qui se déroulent sur des périodes plutôt longues et que je ne veux pas faire d'erreurs par rapport au personnage, donc je note les choses importantes par rapport au personnage et l'intrigue elle-même sur un très grand paperboard au crayon. Et après tout le reste au jour le jour, donc j'écris effectivement sur un ordinateur. Ce qui est aujourd'hui quasiment devenu indispensable, hein, parce qu'après aussi les relations avec l'éditeur, l'éditeur il est à Paris, moi je suis en Lorraine, donc après on correspond par mail et les corrections se font comme ça. Donc le point de départ, c'est l'idée d'un roman dont le personnage central est un chirurgien, à l'époque où naît la chirurgie. Voilà, à l'époque où la chirurgie est encore très très mal considérée, pas que par les médecins, hein, mais aussi par les gens, les bourgeois, les nobles et la cour. La chirurgie, d'ailleurs les chirurgiens étaient aussi barbiers à cette époque-là. 100 ans avant, ils étaient aussi perruquiers, mais les perruquiers ont pris un peu leur indépendance. Donc en gros, les chirurgiens, jusqu'au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, ils avaient surtout le droit de s'occuper des corps, mais de l'apparence, de l'extérieur. Puisque même au début du XVIIe siècle, ils n'avaient pas vraiment le droit de faire des autopsies et d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Et justement, heureusement, ça a basculé à ce moment-là. L'Église a permis un certain nombre de dissections. Et du coup, la chirurgie a énormément progressé. De nombreux traités de chirurgie ont été édités. Les chirurgiens s'associent à des véritables artistes, des vrais dessinateurs qui reproduisaient ce qu'ils voyaient. Et ça donnait des livres qui étaient d'ailleurs très très beaux, hein, même en termes esthétiques, et qui ont beaucoup fait progresser pendant cette petite période-là la chirurgie. Et moi, j'ai découvert des gens qui avaient des connaissances en anatomie qui m'ont vraiment épaté. Ils étaient très très forts en anatomie. Donc on est à l'époque d'Ambroise Paré ? Oh non, c'est plus récent. Hein. Ambroise Paré, c'était vraiment le XVIe siècle. Oui, enfin, on est 100 ans, plus de 100 ans après Ambroise Paré. Ouais, mais les chirurgiens vont lire, enfin, ils lisaient encore les traités. Moi, je les ai lus aussi. Hein, j'ai réussi à me les procurer. C'est pas très facile à lire parce que c'est de l'ancien français. C'est écrit avec des caractères d'ancien français. Donc là, ça demande beaucoup de soirées à essayer de déchiffrer. Mais à cette époque-là, les chirurgiens utilisaient encore les indications d'Ambroise Paré, notamment pour tout ce qui était de la chirurgie de guerre, parce qu'il y avait malheureusement toujours des guerres en cours.
pendant les guerres, c'était vraiment les chirurgiens qui tiraient leur épingle du jeu par rapport aux médecins. C'est-à-dire que sur un champ de bataille, les médecins de l'époque n'avaient absolument pas leur place parce que les médecins avaient un savoir qui était un savoir complètement théorique. Le médecin de l'époque, bon déjà il étudiait à l'université, pour nous en Lorraine c'était à Pont-à-Mousson, puisque l'université n'était ni à Metz ni à Nancy, elle était à Pont-à-Mousson à cette époque. Ils étudiaient dans des livres en latin. Et lorsqu'ils voyaient des malades, ils ne touchaient jamais le malade. Ils faisaient leur diagnostic en écoutant le malade et en regardant les humeurs, principalement les urines ou le sang. Et après, ils donnaient leur conclusion et c'était aux chirurgiens de faire entre guillemets la sale besogne, c'est-à-dire en général c'était des saignées ou des lavements parce que les traitements n'étaient pas très développés, du moins de la part des médecins, n'étaient pas très développés à cette époque-là. C'était la saignée. Quoi que vous ayez comme type de maladie, on vous saignait. Éric Marchal, le personnage principal, Nicolas Deruet, le chirurgien, va essayer de sortir de la fameuse saignée couramment pratiquée à l'époque. Oui, et c'est une période où vraiment les chirurgiens, par leur expérience qu'ils ont acquise, soit pendant la guerre, soit au contact des populations, parce que dans les villages, vous ne trouviez pas de médecins, vous ne trouviez pas d'apothicaires non plus. Les médecins et les apothicaires étaient dans les villes, dans les gros faubourgs, et en fait, le seul soignant qu'on trouvait dans les villages, c'était les chirurgiens ambulants. Qui en plus faisaient vraiment lieu de lien social entre d'un village à l'autre. Donc ils avaient un rôle vraiment extrêmement fondamental et important. Et ils faisaient office de tout, c'est-à-dire que dans un village, ils faisaient le diagnostic à la place du médecin, ils faisaient le traitement, ils opéraient quand ils devaient opérer, ils avaient une bonne connaissance des plantes et de toutes les potions entre guillemets qu'ils pouvaient utiliser pour guérir. Parce que c'est vrai que des fois, c'était quand on voit, j'en ai repris certaines d'ailleurs dans le livre, quand on voit ce qu'ils proposaient comme traitement médicamenteux, c'était parfois pas tellement viable. Ça donnait pas envie vraiment. Mais ce qui était très impressionnant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésique du tout. Et donc les gens étaient opérés, entre guillemets, à vif. La seule chose qu'ils utilisaient, c'était des rasades d'alcool ou du laudanum, qui est donc de la teinture d'opium, pour atténuer. Mais bon, la sensation douloureuse existait, donc les gens étaient attachés. Ils étaient liés, les mains et les pieds étaient liés, et vous aviez des assistants qui tenaient la tête aussi pour pas qu'ils bougent. Souvent, les gens se débattaient, parce qu'ils étaient fous de douleur. Et donc l'opération pouvait aussi très mal finir. Parfois, ils faisaient des arrêts cardiaques à cause de la douleur. Donc c'était d'une extrême violence, parce que quand on parle d'opération, l'opération la plus classique à l'époque, c'est ce qu'ils appelaient la taille. Et donc la taille, c'est le calcul de la vessie. C'était le seul calcul qui pouvait réussir à aller chercher sans trop endommager le corps. Et donc le calcul de la vessie, donc ils entaillaient la peau en dessous du scrotum, et puis après jusqu'à la vessie, donc ils coupaient la vessie. Ils allaient chercher avec une lancette, parfois à la main parce que ça venait pas tout seul. Ils allaient chercher le calcul et puis ils refermaient comme ils pouvaient. Et donc il y avait 25% de personnes, un quart des opérés qui mouraient de l'opération et un autre quart qui mouraient des suites d'infections intercurrentes à l'opération. Donc il y avait à peu près, vous aviez une chance sur 2 de décéder de l'opération de la taille si vous Donc ils savaient quand même, en allant se faire opérer, qu'ils avaient un gros risque d'y rester. Oui. Mais bon, moi j'ai eu mal en le lisant, ceci dit. Ah oui, c'est sûr, c'est normal. C'est douloureux. C'est très douloureux, mais et ils n'hésitaient pas à trépaner aussi. Ils faisaient beaucoup de trépanation. Ça m'a vraiment surpris, mais ils avaient toute une somme d'instruments qu'ils utilisaient qui ressemblaient à des étaux pour trépaner. Vous avez une connaissance aujourd'hui avec Marchal, quand même, vous n'êtes pas historien, mais avec toutes vos lectures, tout votre travail, vous avez une vraie connaissance d'historien. Enfin, vous êtes d'abord romancier, rappelons-le. Hein. Oui, non, j'ai juste la connaissance de cette petite période. Voilà, de cette petite période dans le duché que j'ai essayé d'étudier, mais autrement non, je n'aurais pas ni cette prétention. Je suis absolument pas historien, mais c'est vrai qu'en fait, bon, quand vous lisez des livres d'historiens, à chaque fois il y a des petits détails, des petites choses qui vous intéressent, qui vous permettent de rebondir aussi par rapport à l'intrigue que vous avez mise en place. Donc il y a toujours tellement de choses à découvrir qui sont parfois complètement étonnantes, et plus c'est étonnant, plus ça me plaît. Donc moi j'ai envie après de les mettre dans l'histoire, parce que j'ai envie de les faire partager.
Donc aujourd'hui, vous êtes lu, Le Soleil sous la soie est lu par plutôt des lecteurs qui sont aussi des lecteurs historiens, aussi également des lecteurs qui sont plutôt dans le domaine médical. Vous aimez bien avoir les retours de tout finalement, de tous ces domaines qui sont traités dans le roman. Bon, ça fait un mois qu'il est sorti, Oui, donc j'ai pas il énormément vient de sortir. de retours, mais c'est vrai que bon, Mais il y a un intérêt en tout cas de. J'étais effectivement au salon à Nancy il y a 2 semaines et il y a beaucoup de gens qui l'achetaient parce que ça se passait en Lorraine, et il y en a aussi énormément qui l'achetaient parce qu'ils étaient soit eux-mêmes des soignants, soit ils connaissaient quelqu'un dans leur famille et qui voulait l'offrir, et qui était chirurgien ou médecin ou soignant. Et c'est vrai que je pensais pas que ça plairait autant en termes de sujet, parce que bon, les chirurgiens, c'est pas forcément un sujet d'abord facile. Bon, ceci dit, je ne parle pas non plus que de chirurgie dans le livre, heureusement. Non, mais en fait, vous parlez de beaucoup de choses dans Oui. le livre. C'est vraiment aussi, alors, si on dit plus généralement, c'est le portrait de la société de l'époque. Enfin, c'est Oui. le portrait de cette époque-là, du duché de Lorraine, de la vie dans le duché. C'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Alors ça se passe principalement à Nancy, un peu à Pont-à-Mousson. À Mais c'est Nomny, et le à roman Nomny. commence Ça à Nomny. commence à Nomny, oui. Il n'y a pas énormément de romans qui commencent à Nomny. Et c'est vrai que ça raconte. Il y avait beaucoup d'habitants à Nomny à cette époque, hein, beaucoup plus qu'avant. Il y avait un château qui d'ailleurs avait été détruit par Louis XIV, je crois. Donc il y avait beaucoup plus d'habitants à Nomny qu'il y en a actuellement. Mais c'est vrai que c'est la vie quotidienne que moi j'ai découverte à cette époque, avec les traditions, avec tout ce qui pouvait s'y passer, dans un duché qui est en train de se reconstruire, parce qu'on est juste après, à la fin de la guerre de 30 ans. Donc le duché retrouve son indépendance. Moi, c'est aussi ce qui m'a plu dans ce lieu, c'est qu'on est dans un endroit qui vient de retrouver son indépendance. Alors maintenant, il y a tout à reconstruire, comme on fait. Et donc, un des personnages du livre, ce sera aussi le duc Léopold, qui vient dans son duché, parce qu'il ne le connaissait pas, il est né en exil. C'est le fils de Charles V. Donc Léopold, il est né à Innsbruck, en Autriche. Et Il est tout jeune. Hein, il est tout jeune, il a 19 ans quand c'est il un arrive dans gamin, le duché. enfin, Ah oui, il a 19 ans, il a déjà 4 ans de campagne derrière lui, donc il a fait pendant 4 ans la guerre à la tête des armées lorraines. Et lors du traité de Ryswick, donc en 1697, on lui par le jeu de toutes les alliances de l'époque, c'était un vrai Monopoly, eh bien on lui redonne son duché. Et donc il arrive dans un duché, dans une ville qu'il ne connaît absolument pas, avec un accent autrichien très prononcé, et il a tout à découvrir et tout surtout à reconstruire. Alors n'oublions pas, bien sûr il y a l'histoire, mais n'oublions pas de dire que c'est un roman, et ça c'est très important aussi, puisque encore une fois c'est pas d'abord un livre d'histoire, c'est d'abord un roman. Et au niveau des personnages, Nicolas de Ruel, le chirurgien, c'est le premier personnage que vous avez imaginé. C'est après tous les autres sont nés après lui. C'est la locomotive, la tête de pont, enfin c'est le héros de toute façon. C'est le personnage principal, c'est la colonne vertébrale du livre. Hein. On le suit vraiment, on le voit lui aussi évoluer, parce qu'au départ il est relativement jeune, et puis après il prend un peu en maturité. Il apprend beaucoup aussi énormément de tout ce qui lui arrive, parce qu'un peu comme tous les Lorrains à l'époque, à un moment donné il est obligé de partir faire la guerre, une guerre qui ne le concerne pas vraiment, puisqu'il part avec les armées lorraines combattre, donc aider il part en Hongrie, donc aider le royaume d'Autriche-Hongrie, qui était en lutte contre les Ottomans, donc les Turcs. Et en fait c'est mon personnage principal, et autour de lui il y a d'autres personnages qui pour moi finalement sont aussi importants, notamment Marianne Pajot, qui est une accoucheuse, parce que j'ai découvert aussi un peu ce que je ne connaissais pas, c'était la naissance des sages-femmes à cette époque-là. Avant les femmes qui accouchaient, qui aidaient à accoucher, c'était surtout ce qu'on appelait des matrones. Et la matrone, c'était juste une femme qui était désignée par les femmes du quartier, de la paroisse, pour aider à l'accouchement. Mais elle avait un rôle très passif dans l'accouchement. Et c'est aussi une période où la notion de sage-femme commence à arriver, et les sages-femmes commencent à vraiment être des professionnels de l'accouchement. Et les hommes aussi. Il y avait parce que énormément de mortalité. Hein, il y avait énormément de mortalité en couche, oui. Ça c'était il y avait une fertilité qui était très très grande, hein, pour compenser. Pour compenser, il y a aussi plein d'autres raisons. On n'avait pas les mêmes moyens de contraception. Oui. Il n'y avait pas la télévision non plus pour les soirées. Les soirées étaient longues et froides. Et le foot, le rugby, la Coupe du Monde, non. Mais si je prends par exemple l'exemple de la duchesse, la femme de Léopold, elle a eu, je crois, 14 enfants, hein, ou 16. Non, je crois que c'est 16 enfants. Et sur les 16 enfants, il doit y en avoir 4 qui sont arrivés à l'âge adulte. C'est-à-dire beaucoup d'enfants, s'ils ne mouraient pas tout de suite pendant l'accouchement, décédaient dans les 2 premières années de la vie.
La variole a fait énormément de ravages à cette époque-là chez les enfants en bas âge. Bravo et merci Éric Marchal. Nous reprendrons notre conversation pour continuer à découvrir Le soleil sous la soie, qui le mérite, publié aux éditions Anne Carrière. Bravo et merci Julia Gallet, des éditions Anne Carrière, pour le contact. Réalisation Romane Feocchio.